Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! ABP Éditions présente Brené Brown. Braver sa nature sauvage, la quête d'une véritable appartenance et le courage de se tenir debout. Lu par Sylvie Pardon. Bonne écoute. À mon père, merci d'insister pour que je m'exprime toujours et que je prenne position, même quand tu es fortement en désaccord. Chapitre 1. Partout et nulle part. Quand je commence à écrire, je me sens inévitablement avalée par la peur. Et c'est particulièrement vrai quand je vois que les résultats de ma recherche vont remettre en question des croyances et des idées ancrées depuis longtemps. À ce moment-là, très vite, je me dis: qui suis-je pour avancer cela? Ou bien, je vais vraiment choquer les gens si je remets leurs idées en question. Dans ces moments incertains et risqués de vulnérabilité, je cherche à m'inspirer des braves innovateurs et perturbateurs dont le courage semble contagieux. Je lis et je regarde tout ce que je peux trouver par eux ou sur eux, chaque entrevue, essai, conférence, livre, de sorte que, lorsque j'ai besoin d'eux, quand je vis dans ma peur, ils viennent s'asseoir avec moi et m'encourager. Surtout en veillant au-dessus de mon épaule, ils ne tolèrent que très peu de mes conneries. Il a fallu du temps pour développer ce processus. Dans mes premières années, j'ai essayé l'approche contraire, remplir mon esprit de critique et de détracteur. Je m'asseyais à mon bureau et je m'imaginais le visage de mes professeurs les moins aimables, de mes collègues les plus durs et les plus cyniques, et de mes critiques les plus impitoyables en ligne. Si je peux les rendre heureux, me disais-je, ou à tout le moins les neutraliser, je vais pouvoir avancer. Le résultat était le pire scénario pour une chercheuse ou une sociologue. Des résultats qui étaient gentiment repliés dans une façon préexistante de voir le monde. Des résultats qui frôlaient prudemment des idées existantes, mais sans perturber qui que ce soit. Des résultats qui étaient sûrs, filtrés et confortables. Mais rien de tout cela n'était authentique. C'était un hommage. J'ai donc décidé que je devais mettre à la porte ces détracteurs et ces alarmistes. À leur place, j'ai commencé à convoquer des hommes et des femmes qui ont construit le monde à force de courage et de créativité, et qui, en au moins une occasion, ont emmerdé les gens. C'est un groupe varié. J.K. Rowling, auteur des Harry Potter que j'aime tant, est ma personne ressource quand j'ai du mal à trouver la façon d'introduire un nouveau monde d'idées étranges qui vient de surgir de ma recherche. J'imagine qu'elle me dit: les nouveaux mondes sont importants, mais tu ne peux te contenter de les décrire. Donne-nous les histoires qui composent cet univers. Peu importe à quel point le nouveau monde est sauvage et bizarre, nous nous retrouverons dans les histoires. L'auteure et militante Bell Hooks vient à l'avant-plan quand une conversation pénible porte sur la race, le sexe ou la classe. Elle m'a appris qu'enseigner est un geste sacré et que le malaise est important dans l'apprentissage. Et Ed Catmull, Shonda Rhimes et Ken Burns se tiennent derrière moi, me chuchotant à l'oreille pendant que je raconte une histoire. Ils m'encouragent quand je m'impatiente et que je me mets à sauter les détails et les dialogues qui apportent un sens au récit. D'innombrables musiciens et artistes se présentent aussi, tout comme Oprah. Son conseil est affiché au mur de mon bureau. Ne crois pas que tu peux être brave dans ta vie et ton travail et que tu ne décevras jamais personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ma conseillère la plus ancienne et la plus constante est Maya Angelou. Son œuvre m'a été présentée il y a 32 ans, quand j'étudiais la poésie à l'université. J'ai lu son poème « Still I Rise », Pourtant je m'élève,
et tout a changé pour moi. Il était rempli de pouvoir et de beauté. J'ai mis la main sur tous les livres, poèmes et entrevues de Maya Angelou que j'ai pu trouver, et ces mots m'ont appris, m'ont poussé et m'ont guéri. Elle trouvait le moyen d'être à la fois pleine de joie et sans ménagement. Mais il y avait une citation de Maya Angelou avec laquelle je n'étais absolument pas d'accord. C'était une réflexion sur l'appartenance que j'ai découverte quand je donnais un cours sur la race et la classe à l'université de Houston. Dans une entrevue avec Bill Moyers, diffusée à la télévision publique de 1973, le docteur Angelou a dit « Vous n'êtes libre que lorsque vous réalisez que vous n'êtes de nulle part. Vous appartenez à tous les endroits, mais nulle part en particulier. Le prix est élevé, la récompense est fabuleuse. » Je me souviens exactement de ce que j'ai pensé en lisant cette citation. C'est faux. Quel genre de monde ce serait si nous n'appartenions nulle part? Juste une bande de gens solitaires qui coexistent. Je ne crois pas qu'elles comprennent le pouvoir d'appartenir. Pendant plus de 20 ans, chaque fois que cette citation me revenait à l'esprit, je sentais un élan de colère. Pourquoi a-t-elle dit ça? Ce n'est pas vrai. Appartenir est essentiel. Nous devons appartenir à quelque chose, à quelqu'un, quelque part. J'ai vite réalisé que la colère provenait de 2 endroits. Premièrement, la docteure Angelou était devenue si importante pour moi que je ne pouvais pas supporter d'être en désaccord avec quelque chose d'aussi fondamental. Deuxièmement, le besoin de me conformer et la douleur de ne pas appartenir était le fil conducteur le plus pénible de ma vie. Je ne pouvais accepter l'idée qu'appartenir nulle part soit la liberté. Le sentiment de n'avoir jamais appartenu où que ce soit était ma plus grande souffrance, un mal personnel qui rongeait une grande partie de ma vie préadulte. Ce n'était aucunement ma libération. Les expériences de non-appartenance sont les marqueurs chronologiques de ma vie, et elles ont commencé tôt. J'ai fréquenté la prématernelle et la maternelle à l'école Paul Abans, sur la rive ouest de la Nouvelle-Orléans. On était en 1969, et aussi merveilleuse que fut la ville, et qu'elle le soit encore, c'était un endroit suffoqué par le racisme. La déségrégation scolaire n'a été mise en œuvre que la même année où j'ai commencé l'école. Je ne savais pas et ne comprenais pas beaucoup ce qui se passait. J'étais trop jeune, mais je savais que ma mère avait son franc-parler et qu'elle était tenace. Elle s'exprimait beaucoup et elle a même écrit une lettre au Times-Picayune pour contester la légalité de ce qu'on nomme aujourd'hui le profilage racial. Je pouvais sentir cette énergie qui émanait d'elle, mais pour moi, elle n'était encore qu'une bénévole dans ma ville natale et la personne qui m'a faite, ainsi que les robes jaunes de ma Barbie. Nous avions déménagé du Texas, ce qui avait été difficile pour moi. Je m'ennuyais désespérément de ma grand-mère, mais j'avais hâte de me faire de nouveaux amis à l'école et près de notre immeuble. Les choses se sont vite compliquées, pourtant. Les listes de la classe d'attache servaient à tout déterminer, du relevé des présences aux invitations aux fêtes d'anniversaire. Un jour, la mère partenaire de classe de ma mère a brandi la liste au nez de ma mère et a dit « Regardez tous les enfants noirs sur cette liste, regardez les noms, ils se nomment tous Cassandra. » « Ouais, se dit ma mère. Cela expliquait peut-être pourquoi j'étais exclue de tant de fêtes de mes amis blancs. Ma mère utilise son deuxième prénom, mais son prénom est Cassandra. Mon nom entier sur cette liste de classe? Cassandra Brené Brown. Si vous êtes afro-américain et que vous écoutez ceci, vous savez exactement pourquoi les familles blanches ne m'invitaient pas. C'est pour la même raison qu'un groupe d'étudiants de 2e cycle m'a remis une carte à la fin d'un semestre qui disait « Ok, vous êtes vraiment Brené Brown ». Ils s'étaient inscrits à mon cours sur les enjeux des femmes et ont failli tomber de leur chaise quand je me suis rendue à mon bureau devant la classe le premier jour de cours. Une étudiante a dit « Vous n'êtes pas Cassandra Brené Brown ?»« Oui, madame. » C'est aussi pourquoi, quand je me suis présentée à une entrevue d'embauche pour un poste de réceptionniste dans un cabinet de médecins de San Antonio, la femme a dit « Vous êtes Brené Brown ?»
Mais quelle agréable surprise! Et oui, j'ai quitté l'entrevue avant de nous asseoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Les familles noires étaient accueillantes pour moi, mais leur surprise était perceptible quand je franchissais leurs portes. Une de mes amies m'a dit que j'étais la première personne blanche à entrer dans leur maison. C'est difficile à comprendre quand on a 4 ans et qu'on est là pour jouer au jeu de l'âne et manger du gâteau avec ses amis. Aussi simple que devrait être l'appartenance à la maternelle, je luttais déjà pour comprendre pourquoi je me sentais à l'extérieur de chaque groupe. L'année suivante, nous avons déménagé dans le Garden District pour que mon père soit plus près de Loyola et j'ai été transférée à Holy Name of Jesus. J'étais épiscopalienne, ce qui faisait de moi la seule élève non catholique de mon école. Je n'étais pas de la bonne religion, alors un autre écart s'est allongé entre moi et mon appartenance. Après une année ou deux à endurer, à être éliminée et parfois rejetée, on m'a envoyé chez le directeur où je suis tombée sur Dieu qui m'attendait. C'était un évêque. Il m'a donné une photocopie du symbole de Nicée et nous l'avons récité, ligne après ligne. À la fin, il m'a remis une note à donner à mes parents. La note disait « Brené est catholique dorénavant ». Tout de même, les 2 années suivantes ont été relativement bonnes, étant donné que je commençais à être dans le coup de ma nouvelle vie à la Nouvelle-Orléans, surtout parce que j'avais la meilleure amie du monde, Eleanor. Puis est venue une série de grands changements. Nous avons quitté la Nouvelle-Orléans pour Houston, quand j'étais en 4e année. Ensuite, nous sommes partis de Houston pour Washington, D.C., quand j'étais en 6e année. Puis, départ de Washington, D.C., quand j'étais en 8e année, et de retour à Houston. La turbulence et le malaise normaux de l'école intermédiaire étaient amplifiés par le fait d'être la perpétuelle nouvelle. La seule grâce qui m'a sauvée durant toutes ces transitions, c'est que mes parents étaient dans une bonne période et s'entendaient bien. Ce qui veut dire que, malgré la turbulence des changements constants d'école, d'amis et d'adultes, à la maison, j'étais en sécurité. Cela me semblait même un refuge de la douleur de ne pas appartenir. Quand tout le reste échouait, j'appartenais à mon foyer, avec ma famille. Mais les choses se sont mises à se détériorer. Le dernier déménagement à Houston a été le début de la longue fin misérable du couple de mes parents. Et par-dessus le marché, il y a eu les Birk Cadets. Quand nous sommes revenus à Houston, à la fin de ma 8e année, il restait, Dieu merci, juste assez de temps pour tenter d'être choisi dans l'équipe des meneuses de claques de l'école secondaire, appelée les Birk Cadets. C'était censé être ma fin du monde. Dans une maison qui résonnait de plus en plus des sons étouffés des disputes de mes parents que j'entendais à travers les murs de ma chambre, cette équipe de meneuses de claques était mon salut. Imaginez, des rangées de filles vêtues de vestes de satin bleu avec des franges blanches et des jupes courtes, portant toutes une perruque d'uniforme, des bottes de cow-boy blanches, des petits chapeaux de cow-boy blancs et un rouge à lèvres rouge vif, se pavaner dans les stades de football des écoles secondaires, remplis de foules qui n'osent pas laisser leur siège à la mi-temps, de peur de manquer les battements de jambes et les numéros parfaitement chorégraphiés. C'était ma sortie de secours, mon nouveau refuge joli, impeccablement ordonné. 8 ans de ballet m'ont amplement suffi pour apprendre les numéros et une diète liquide de 2 semaines m'a permis de réussir la pesée brutale. Toutes les filles ne juraient que par le régime de la soupe aux choux et de l'eau. Il est difficile de penser laisser une fillette de 12 ans sur une diète liquide, mais pour une raison quelconque, cela semblait normal. À ce jour, je ne me rappelle pas avoir désiré quelque chose dans la vie plus ardemment qu'une place dans cette équipe. La perfection, la précision et la beauté qu'elle incarnait allaient non seulement contrer l'agitation croissante à la maison, mais aussi m'offrir le saint des saints de l'appartenance. J'aurais une grande sœur qui décorerait mon casier,
nous aurions des soirées pyjama et nous sortirions avec des joueurs de football. Pour une enfant qui avait vu Grease 45 fois, je savais que c'était le début d'une expérience d'école secondaire qui comprenait des airs impromptus, chantés en chœur, et une version 1980 des danses de gymnase en chaussettes. Et surtout, j'allais faire partie de quelque chose qui faisait littéralement tout ensemble de concert. Une birkadette était l'appartenance personnifiée. Je n'avais pas encore réellement d'amis, alors j'étais seule pour les auditions. Le numéro était facile à apprendre, un morceau jazzé exécuté par une version grand orchestre de Swanee. Vous savez, How I Love Ya, How I Love Ya. Il y avait beaucoup de mouvements de jazz avec les mains et toute une section de jambes élevées. Je levais la jambe plus haut que toutes les filles, sauf une danseuse nommée Lee Ann. Je répétais tellement que je pouvais exécuter ce numéro en dormant. Je me souviens encore aujourd'hui de quelques mouvements. Le jour des auditions était terrifiant, et je ne sais pas si c'était mes nerfs ou le régime de famine, mais j'étais étourdie au réveil, et je l'étais encore quand ma mère m'a conduite à l'école. Aujourd'hui, en tant que mère d'une adolescente et d'un préado, il est difficile de penser que j'ai dû entrer toute seule, entourée de groupes de filles débarquant ensemble des voitures et courant à l'intérieur, main dans la main. Mais j'ai vite réalisé que j'avais un problème plus grave que d'entrer seule. Toutes les filles, et je dis bien toutes, étaient costumées de pied en cap. Certaines portaient des shorts de satin bleu et des chemises dorées, et d'autres avaient des camisoles bleues et or, assorties de jupettes blanches. Il y avait tous les modèles imaginables de boucles bleues et or, et elles étaient toutes maquillées. Je n'avais pas de maquillage, et je portais un short de coton gris par-dessus un léotard noir. Personne ne m'avait dit qu'on était censé pavoiser les couleurs de l'école. Elles étaient toutes luisantes et brillantes. J'avais l'air de la fille triste dont les parents se disputent beaucoup. J'ai réussi la pesée avec 6 livres en moins, 2,7 kg. Même à cela, la vue des filles sautant du pèse-personne et courant en larmes au vestiaire m'a traumatisée. Nous portions des numéros épinglés à nos chemises et nous dansions en groupe de 5 ou 6. Étourdie ou pas, j'ai réussi le numéro. J'étais assez confiante quand ma mère m'a ramenée à la maison pour attendre. Les responsables devaient afficher les notes plus tard ce soir-là. Ces heures ont passé au ralenti. Enfin, à 5h05, nous sommes entrés dans le stationnement de ma future école. Ma famille en entier, maman, papa, mon frère et mes sœurs, étaient dans la voiture. J'allais vérifier ma note, puis nous allions nous rendre à San Antonio visiter mes grands-parents. Je suis allée au tableau d'affichage pendu à la porte du gymnase. Une des filles de mon groupe d'audition était à côté de moi. C'était la plus brillante et lumineuse de toutes. Et par-dessus tout, elle s'appelait Chris. Oui, elle avait l'un de ces prénoms unisexes que nous convoitions toutes. La liste était par ordre numérique. Si votre numéro y était, vous étiez choisi dans l'équipe. Sinon, vous étiez exclu. J'avais le numéro 62. Mes yeux se sont dardés sur les 60. 59, 61, 64, 65. J'ai regardé de nouveau. Je n'arrivais pas à enregistrer ce que je voyais. Je croyais que, si je regardais assez fixement et que l'univers savait tout ce qui était en jeu, le chiffre apparaîtrait par magie. J'ai été arrachée à ma négociation avec l'univers par les cris de Chris. Elle sautait partout, et avant que je comprenne ce qui se passait, son père était sorti en trombe de la voiture, avait couru vers elle et la faisait virevolter, comme dans les films. J'ai su plus tard à travers les branches que j'étais une bonne danseuse, mais pas du genre des birkadettes. Pas de boucles, pas de brillants, pas de groupe, pas d'amis, nulle part où appartenir. J'étais seule et c'était dévastateur. Je suis revenue vers notre stationnement. Je me suis assise en arrière et mon père a démarré. Mes parents n'ont pas dit un mot, pas un seul. Le silence m'a transpercé comme un couteau dans le cœur. Ils avaient honte de moi et pour moi.
Mon père avait été capitaine de l'équipe de football. Ma mère avait été chef de l'équipe de meneuses de claques. Je n'étais rien. Mes parents, surtout mon père, estimaient par-dessus tout le fait d'être cool et de s'adapter. Je n'étais ni cool, ni adapté. Et maintenant, pour la première fois, je n'appartenais pas non plus à ma famille. Mon histoire avec l'équipe de meneuses de claques est facile à écarter comme n'étant pas importante dans le contexte plus large de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je vois déjà le mot-clé # grands problèmes mondiaux. Mais laissez-moi vous dire ce que ça signifiait pour moi. J'ignore si c'était vrai ou si c'était l'histoire que je me suis racontée dans ce silence, mais c'est devenu le jour où je n'appartenais plus à ma famille, le plus primal et le plus important de tous nos groupes sociaux. Si mes parents m'avaient consolé ou m'avaient répété que j'étais brave d'avoir essayé, ou mieux encore, et c'est ce que je voulais vraiment à ce moment, s'ils avaient pris pour moi et m'avaient dit à quel point c'était désolant et que je méritais d'être choisie, cette histoire ne définirait pas ma vie ni ne tracerait ma trajectoire. Mais elle l'a fait. Partager cette histoire a été beaucoup plus difficile pour moi que je ne l'aurais cru. J'ai dû aller sur iTunes pour me souvenir de la chanson qui jouait à l'audition, et quand j'en ai fait jouer l'extrait, je me suis mise à pleurer. Je ne sanglotais pas parce que je n'avais pas fait partie de l'équipe. Je pleurais pour la fillette que je ne pouvais pas réconforter à l'époque. La fillette qui ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi. Je pleurais pour les parents qui étaient si peu aptes à composer avec ma douleur et ma vulnérabilité. Les parents qui n'avaient simplement pas le talent de s'exprimer et de me réconforter, ou à tout le moins de mettre en échec la notion que je n'appartenais ni avec eux ni à eux. Ce sont des moments qui, laissés sans parole et irrésolus, nous propulsent dans la vie adulte à chercher désespérément l'appartenance et le moyen d'être adaptable. Heureusement, mes parents n'ont jamais entretenu l'illusion que le rôle de parent prend fin quand les enfants quittent la maison. Nous avons appris ensemble le courage, la vulnérabilité et la véritable appartenance. Ce fut un petit miracle. Même dans le contexte de la souffrance, pauvreté, violence, violation des droits de la personne, ne pas appartenir à notre famille demeure l'une des blessures les plus dangereuses. C'est parce qu'elle a le pouvoir de nous briser le cœur, l'esprit et notre estime de soi. Elle a frappé sur les 3 fronts pour moi, et quand ces choses-là se brisent, il n'y a que 3 issues, ce dont j'ai été témoin dans ma vie et mon travail. Premièrement, vous vivez dans une douleur constante et cherchez un soulagement en l'engourdissant et ou en l'infligeant aux autres. Deuxièmement, vous niez votre douleur et votre déni fait en sorte que vous la transmettez à votre entourage, à vos enfants. Troisièmement, vous trouvez le courage de vous approprier la douleur et développer un niveau d'empathie et de compassion pour vous-même et les autres qui vous permet de détecter la douleur dans le monde de façon unique. J'ai certainement essayé les 2 premières solutions. Ce n'est que par la grâce que je me suis rendue à la 3e. Après le cauchemar des bières cadettes, les disputes ont augmenté à la maison. C'étaient souvent des luttes où tous les coups étaient permis. Mes parents n'avaient tout simplement pas le talent de se battre autrement. Me disant que mes parents étaient les seuls au monde qui luttaient pour sauver leur mariage, je ressentais une honte envahissante. Tous les amis de mon frère et de mes sœurs qui venaient jouer chez nous appelaient mes parents « Monsieur et Madame B » d'un air dégagé, comme s'ils étaient épatants. Mais je connaissais la bataille secrète et je savais que je n'appartenais pas à ces amis dont les parents étaient aussi merveilleux que ceux de la télévision. Alors, la honte du secret s'ajoutait au reste. Évidemment, la perspective est en fonction de l'expérience. Je n'avais pas d'expérience pour mettre en contexte ce qui se passait autour de moi et mes parents tentaient seulement de survivre sans infliger de dommages catastrophiques. Alors, je ne crois pas que l'idée leur soit venue de partager leur perspective avec nous. J'étais certaine que j'étais la seule en ville, voire dans le monde, qui vivait ce genre particulier de spectacle merdique, malgré le fait que mon école secondaire faisait la manchette nationale pour le nombre alarmant d'élèves qui s'étaient suicidés. Ce n'est que plus tard, quand le monde a changé
et que les gens ont commencé à parler de leurs difficultés, que j'ai découvert combien de ces parents parfaits ont fini divorcés, morts de misère ou, heureusement, en rétablissement. Parfois, le plus dangereux pour les enfants est le silence qui leur permet de se construire leurs propres histoires, des histoires où ils sont toujours seuls et ne méritent pas l'amour et l'appartenance. C'était mon histoire, alors, plutôt que de lever la jambe à la mi-temps, j'étais la fille qui cachait de la marijuana dans son pouf sacco et qui se tenait avec les jeunes délurés en cherchant mon monde comme je le pouvais. Je n'ai jamais passé d'audition pour autre chose. Je suis plutôt devenue excellente à me conformer en faisant ce qu'il fallait pour me sentir acceptée et faire partie de quelque chose. Devant les disputes constantes et envenimées de mes parents, mon frère et mes 2 sœurs venaient dans ma chambre, attendre que ça se passe. Étant l'aînée, j'ai commencé à utiliser mes super-pouvoirs de conformiste nouvellement formée pour identifier ce qui avait mené à la dispute, et je pouvais donc concocter des interventions élaborées pour améliorer les choses. Je pouvais être le sauveur de mon frère et mes sœurs, de ma famille. Quand cela fonctionnait, je me considérais comme un héros. Sinon, je me blâmais et redoublais d'ardeur dans ma recherche de données. Ce n'est qu'au moment d'écrire ceci que je me rends compte que c'est, en réalité, à ce moment-là que j'ai commencé à choisir la recherche et les données plutôt que la vulnérabilité. En rétrospective, je réalise que je dois probablement ma carrière au fait de ne pas appartenir. D'abord comme enfant, puis comme adolescente. J'ai trouvé mon principal mécanisme d'adaptation au fait de ne pas appartenir en étudiant les gens. Je cherchais des modèles et des liens. Je savais que si je reconnaissais des modèles dans les comportements des autres et que je reliais ces modèles à ce qu'ils ressentaient ou faisaient, je pouvais trouver ma voie. J'ai utilisé mes compétences de reconnaissance des modèles pour anticiper ce que les gens voulaient, ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils faisaient. J'ai appris comment dire les bonnes choses ou à me présenter de la bonne façon. Je suis devenue une experte à m'adapter, un caméléon, et une étrangère solitaire à moi-même. Le temps passant, je suis arrivée à connaître mieux qu'eux-mêmes bien des personnes autour de moi, mais je me suis perdue dans ce processus. À 21 ans, j'avais décroché de l'université et raccroché. J'avais survécu au divorce de mes parents. J'avais parcouru l'Europe en faisant du stop pendant 6 mois et je m'adonnais à des comportements autodestructeurs stupides, sauf les drogues dures. Puis, je me lassais. Je fonctionnais sur des vapeurs. Anne Lamotte cite une de ses amies sobres qui résume parfaitement ce type de fuite. Au bout du compte, je me détériorais plus rapidement que je ne pouvais transgresser mes lignes de conduite. En 1987, j'ai rencontré Steve. Pour une raison quelconque, j'étais davantage moi-même avec lui que je ne l'avais été avec qui que ce soit depuis ma première meilleure amie, Eleanor. Il me voyait. Et même s'il a vécu la fin de ma période autodestructrice, il a vu le vrai moi et m'a aimé. Il venait de traumatismes familiaux très ressemblants, alors il reconnaissait cette douleur, et pour la première fois de nos vies, nous avons parlé de nos expériences. Nous nous sommes ouverts. Nous parlions parfois pendant 10 heures au téléphone. Nous parlions de chaque dispute dont nous avions été témoins, de la solitude que nous combattions et de la souffrance insupportable de ne pas appartenir. Ce qui a commencé comme une amitié s'est transformé en énorme béguin, puis en histoire d'amour total. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'être vu. Il est épuisant de continuer à travailler contre vous-même lorsqu'une personne vous voit vraiment et vous aime. Certains jours, son amour était comme un cadeau. Et d'autres jours, je le détestais à cause de cela. Mais j'ai quand même commencé à saisir des aperçus de mon moi véritable. J'étais remplie de chagrin et de désir. Chagrin pour la fille qui n'a jamais appartenu nulle part, et désir de comprendre qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je croyais et où je voulais aller. Steve n'était pas du tout menacé par mon questionnement. Il l'aimait, il le soutenait. Donc non, docteur Angelou, n'appartenir nulle part ne pouvait pas être une bonne chose.
Je ne comprenais toujours pas ce qu'elle voulait dire. 7 ans après notre rencontre, Steve et moi, nous nous sommes mariés. Il est passé de la faculté de médecine à sa formation de résidence, et moi, des études de premier cycle aux études supérieures. En 1996, la journée suivant la fin de ma maîtrise, j'ai décidé de rendre officiel mon engagement à vivre sobre et j'ai cessé de boire et de fumer. Mon premier parrain temporaire dans les AA, Alcooliques Anonymes, m'a dit « Je ne crois pas que tu appartiennes au AA. Tu devrais essayer les réunions pour codépendants. » Le parrain codépendant m'a suggéré de retourner au AA et d'essayer les OA, les outre-mangeurs anonymes, puisque tu n'es pas exactement des nôtres. Pouvez-vous le croire? Quel genre de merdier est-ce quand tu n'appartiens même pas au AA? Finalement, une nouvelle marraine m'a dit que j'avais tout un assortiment de dépendances. Fondamentalement, j'utilisais tout ce que je pouvais trouver pour ne pas me sentir vulnérable. Elle m'a conseillé de trouver une réunion qui m'interpellait, peu importe laquelle, pourvu que j'arrête de boire, de fumer, d'être codépendante et d'outre-manger. Bien sûr, compris. Les premières années de notre mariage ont été dures. Nous étions fauchés et épuisés mentalement par sa résidence et mes études supérieures. Je n'oublierai jamais avoir confié à une thérapeute de l'école que je ne croyais pas que ça fonctionnerait. Sa réponse? Peut-être pas. Il vous aime bien plus que vous ne vous aimez vous-même. Mon cheminement entre l'experte à se conformer et la véritable appartenance a commencé au début de la vingtaine et a pris quelques décennies. Durant ma trentaine, j'ai échangé un type d'autodestruction pour un autre. J'ai abandonné de faire la fête pour le perfectionnisme. J'étais encore aux prises avec le sentiment d'être une étrangère, même au travail. Mais ce qui a changé était ma réaction de ne pas voir mon numéro sur le tableau d'affichage. Plutôt que de souffrir dans le silence et la honte, j'ai commencé à parler de mes peurs et de ma souffrance, à m'interroger sur ce qui est important pour moi et pourquoi. Voulais-je vraiment passer ma vie à vivre en parallèle? Non. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire de thèse qualitative, je l'ai fait quand même. Quand ils ont essayé de me convaincre de ne pas étudier la honte, je l'ai fait quand même. Quand ils m'ont dit que je ne pouvais pas être professeur et écrire des livres que les gens pourraient réellement vouloir lire, je l'ai fait quand même. Ce n'est pas que j'allais d'un extrême, trouver une valeur uniquement à me conformer, à l'autre, trouver une valeur uniquement à être différente, défiante ou contrariante. Ce sont deux côtés de la même médaille. Je désirais encore appartenir et mes décisions d'être constamment en marge de ma profession me gardaient dans un état constant d'anxiété et de manque. Ce n'était pas idéal, mais j'étais arrivée assez loin pour savoir que le prix d'assimiler et de faire ce qu'on attendait de moi m'aurait coûté trop cher, possiblement ma santé, mon mariage ou ma sobriété. Autant je voulais une équipe, je resterais pourtant en marge avant de sacrifier une de ces choses. Puis, en 2013, une série de petits miracles sont survenus et ont mené à l'un des moments les plus importants de ma vie. Oprah Winfrey m'a invité à l'une de ses émissions préférées, Super Soul Sunday. La veille de l'émission, je suis allée manger avec l'un des producteurs et mon agent, Murdoch, un Écossais qui habite le West Village et dit maintenant « y'all » aussi facilement que moi. Après le dîner, comme Murdoch et moi marchions vers notre hôtel, il s'est arrêté à un coin de rue et m'a dit, alors que je marchais encore, « Où es-tu, Brené ?» Quand je lui ai répondu par un sarcasme, « À l'angle de Michigan et Chicago ». Je savais que je me sentais vulnérable. Et quand Murdoch s'est mis à expliquer à quel point je n'étais pas présente au dîner, polie et gentille, oui. Présente, non. J'ai su tout de suite ce qui se passait. J'ai regardé Murdoch et j'ai admis, je fais cette chose que je fais quand j'ai peur. Je flotte au-dessus de ma vie, je la regarde et l'étudie plutôt que de la vivre. Murdoch a acquiescé. Je sais, mais tu dois trouver une façon d'arrêter et de revenir ici. C'est une grosse affaire, je ne veux pas que tu la manques. N'étudie pas ce moment, vis-le. Le lendemain,
En m'habillant pour rencontrer Oprah pour la première fois, ma fille m'a envoyé un texto. Elle voulait s'assurer que j'avais signé et retourné une permission pour une excursion avec l'école. Après lui avoir assuré que c'était fait, je me suis assise au bout du lit et j'ai refoulé mes larmes. Je me disais, j'ai besoin d'une permission pour arrêter d'être si sérieuse et apeurée. J'ai besoin d'une permission pour m'amuser aujourd'hui. C'est ainsi que l'idée a germé. Après avoir fait le tour de la chambre des yeux pour être certaine que personne ne regardait la chose ridicule que je m'apprêtais à faire, je suis allée au bureau de ma chambre, je me suis assise et je me suis écrit une permission sur une note post-it. Elle disait simplement « Permission d'être excitée et gauche et d'avoir du plaisir ». C'était la première de centaines de permissions que j'allais m'écrire. Je les écris encore aujourd'hui et j'enseigne à quiconque veut bien m'accorder 5 minutes de son temps le pouvoir de cette méthode de détermination d'intention. Elle fonctionne totalement. Mais comme avec les permissions que vous donnez à vos enfants, ils peuvent être autorisés à aller au zoo, mais il faut quand même qu'ils prennent l'autobus. Déterminer l'intention, assurer le suivi. Ce jour-là, j'ai pris l'autobus. Je ne l'ai pas réalisé alors, mais en rétrospective, ces permissions à moi-même étaient en réalité une tentative d'appartenir à moi-même et à personne d'autre. Oprah et moi avons eu notre première rencontre émotionnelle devant les caméras et, en quelques minutes, nous nous rétorquions et nous rions. Elle était exactement comme je le pensais, intense et gentille, délicate et coriace. L'heure a passé en un clin d'œil. Le temps écoulé, Oprah m'a dit « Nous devrions faire une autre heure, un autre épisode. » Incertaine, j'ai regardé autour de moi comme si le seul fait d'y penser pouvait causer des problèmes. « Vraiment ?» ai-je demandé. « Vous êtes sûre ?» Oprah a souri. « Vraiment, nous avons beaucoup plus de choses à discuter. » J'ai regardé dans l'obscurité du studio ce que je croyais être un genre de salle de contrôle, et j'ai ajouté « Croyez-vous que nous devrions le demander ?» Oprah a souri de nouveau. « À qui croyez-vous qu'il faudrait le demander ?» Sa remarque n'était pas arrogante. Je crois qu'elle trouvait ma question amusante. « Oh, mais oui, désolée. Alors, oui, j'adorerais. Mais est-ce que je devrais me changer ? Oh merde, j'ai seulement cet ensemble et les jeans et les bottes de cow-boy que je portais ici. » Les bottes et les jeans, c'est parfait. Je vais vous prêter un haut. Elle s'est éloignée pour se changer, mais après quelques pas, elle s'est retournée et a dit « Maya Angelou est ici. Aimeriez-vous la rencontrer ?» Vision rétrécie. Le temps a arrêté sa course. C'est juste trop. Je suis peut-être morte. « Bologné, allô, aimeriez-vous rencontrer le docteur Maya ?» Je me disais que cela pourrait réellement me faire basculer dans le vide quand Oprah m'a redemandé « Intéressé ?» J'ai sauté de ma chaise. « Oui, oh mon Dieu, oui !» Oprah m'a pris la main en nous dirigeant vers un deuxième salon vert de l'autre côté de celui où je m'étais préparée pour l'émission. Nous sommes entrés et la première chose que j'ai remarquée était un écran de télé en face d'où était assise le docteur Angelou. L'écran montrait les 2 chaises vides où Oprah et moi avions pris place. Maya Angelou m'a regardé directement. « Bonjour, Dr. Brown, je vous ai regardé. » Je me suis approchée, j'ai serré sa main tendue et j'ai dit « C'est un tel honneur de vous rencontrer. Vous êtes si importante pour moi. Vous occupez une partie essentielle de ma vie. » Elle gardait ma main et a placé son autre main sur la mienne. « Vous faites un travail important. Continuez. Et continuez à en parler. N'arrêtez pas et ne laissez personne vous barrer le chemin. » Puis, je lui ai raconté que, parfois, quand j'enseigne, j'éteins les lumières et je fais jouer à ma classe une vieille cassette que j'ai d'elle qui récite son poème « Our grandmothers », nos grands-mères. Je lui ai dit que parfois, je faisais rejouer le vers « Je ne serai pas ébranlée ». Elle m'a serré les mains un peu plus fort et d'une voix profonde et lente, elle a chanté « Comme un arbre planté près de la rivière, je ne serai pas ébranlée. »
Puis, elle m'a serré les mains et a ajouté « Ne te laisse pas ébranler, Brené ». C'était comme si elle avait ramassé tout le courage dont j'aurais besoin ma vie entière et qu'elle me l'avait remis. Rarement avons-nous le cadeau de savoir que nous sommes dans un moment qui fera partie de ce qui nous définit. Mais je le savais. Que faites-vous quand vous avez passé la majorité de votre vie à tenter de vous conformer et que soudainement Maya Angelou chante pour vous et vous recommande de ne pas vous laisser ébranler? Vous apprenez à vous planter les 2 pieds dans le sol, voilà ce que vous faites. Vous pliez et vous vous étirez et vous grandissez, mais vous vous engagez à ne pas déroger de qui vous êtes, ou à tout le moins, vous commencez à essayer. 6 mois après cette incroyable journée, j'étais assise dans un autre salon vert de Chicago. Cette fois, j'étais conférencière à l'un des événements de leadership les plus importants du monde. L'organisateur de l'événement m'avait fortement recommandé de porter une tenue professionnelle et je regardais mon pantalon noir et mes escarpins et je me sentais comme un imposteur, ou comme si j'allais à des funérailles. J'étais assise avec une autre conférencière, une femme qui est devenue une bonne amie par la suite, et elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai avoué que j'étais nerveuse et que j'avais l'impression tenace d'être déguisée. Elle m'a dit que j'étais très bien, mais son visage disait plutôt « Je sais, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je me suis levée soudainement, j'ai pris ma valise sur un mur parmi les valises des autres conférenciers et je suis allée aux toilettes. Quelques minutes plus tard, j'en suis sortie avec une chemise marine, des jeans foncés et des sabots. La femme m'a regardée, a souri et a complimenté. « Formidable, vous êtes brave !» Je n'étais pas certaine qu'elle était sincère, mais j'ai ri. Pas vraiment, c'est une nécessité. Je ne peux pas monter sur cette scène et parler d'authenticité et de courage si je ne me sens pas authentique ou brave. Je ne peux physiquement pas le faire. Je ne suis pas ici pour que ma personne d'affaires puisse parler à leur personne d'affaires. Je suis ici pour parler avec mon cœur à leur cœur. C'est ce que je suis. Une autre étape importante pour apprendre à m'appartenir. Je suis entrée de nouveau en collision avec le monde des affaires quelques semaines plus tard. En triant une pile d'informations sur des conférences à venir, j'ai lu une note d'un organisateur. « Nous vous avons entendu parler à un congrès l'an dernier. Nous sommes impatients de vous entendre vous adresser à nos dirigeants. Quand nous vous avons vu, vous parliez de l'importance de connaître vos valeurs de fond. Nous adorons. Toutefois, vous avez mentionné la foi comme étant l'une de vos 2 valeurs directrices. Le courage était l'autre de vos 2 valeurs, et c'est génial. Pouvez-vous vous en tenir à celle-ci » Je sentis ma poitrine se comprimer et mon visage s'enflammer à la seconde. Quelque chose de semblable, quoique à l'autre extrême, s'était produit plus tôt cette année-là. Un organisateur d'événements m'avait dit que, même s'il appréciait mon approche directe et simple, il préférerait que je ne jure pas, ce qui risquerait de lui faire perdre une partie de son public fidèle, qui serait indulgent, mais serait tout de même offensé. Connerie, de merde, totalement. Je ne vais pas faire ça. J'aimerais mieux ne plus jamais parler. J'ai fini de m'ébranler. J'ai passé toute ma carrière à m'asseoir en face des gens, à les écouter me raconter les moments les plus difficiles et les plus pénibles de leur vie. Après 15 ans de ce travail, je peux avouer en toute confiance que les histoires de souffrance et de courage comportent presque toujours 2 choses, la prière et les jurons, parfois exactement en même temps. J'ai pris mes espadrilles, je les ai chaussées et suis sortie pour réfléchir à ma réponse en parcourant mon quartier. Quand j'ai tourné le dernier coin avant ma maison, j'avais décidé de ce que je répondrais à toutes les demandes de cet ordre. Si vous croyez que je vais stériliser la vérité ou donner un lustre aux expériences honnêtes des gens, vous avez tort. Je ne vais pas imiter Joe Pesci dans Goodfellas, mais si vous ne supportez pas que je dise ras-le-bol ou connerie, ou s'il faut que je prétende que la foi ne m'importe pas, je ne suis pas la bonne fille.
Il y a des tas de bons enseignants et conférenciers, vous n'avez qu'à en trouver un qui se déguisera, aura des propos propres, et cela fermera. Ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi. Je ne me laisserai pas ébranler. Quand Steve est rentré, je lui ai parlé de ma dernière résolution. Puis, je me suis assise à côté de lui et j'ai posé ma tête sur son épaule. « C'est difficile, ai-je dit. Je n'appartiens à nulle part, en aucun endroit. Où que j'aille désormais, je suis une étrangère qui enfreint les règles et parle de choses dont personne d'autre ne parle. Je n'ai pas d'équipe et toute ma vie a été ainsi. » Steve n'a pas essayé d'argumenter. Il a plutôt acquiescé et m'a dit que je n'appartenais pas plus ou moins à un groupe quelconque. Il m'a aussi rappelé que j'appartenais à lui et à Hélène et à Charlie et que je pouvais prier et jurer à mon goût pourvu que j'aie assez d'argent pour payer mes amendes de juron à Charlie. J'ai ri un peu, mais je sentais les larmes monter. « J'ai vécu toute ma vie de l'extérieur », ai-je confié à Steve. « C'est si dur. Parfois, notre maison est le seul endroit où je ne me sens pas totalement seule. Je ne sens pas que je suis sur une voie que je comprends. Je n'y trouve personne d'autre. Il n'y a personne en avant de moi qui dit « ça va ». Il y a des tas de professeurs, chercheurs, conteurs, leaders, entrepreneurs, croyants qui jurent dans le monde. Voici le plan. Steve m'a pris la main et a dit « Je sais que c'est dur et tu dois te sentir seule. Tu es un peu étrange, une figure d'exception à bien des égards, mais voici les faits. Il y avait plus de 20 conférenciers à ce gros congrès sur le leadership et tu as été classée meilleure conférencière, avec tes jeans et tes sabots. Cela dit, comment peux-tu croire que quiconque qui était là puisse t'appartenir plus que toi à quelque chose ou à un endroit? Tu appartiendras toujours là où tu te montres toi-même et que tu parles de toi et de ton travail de façon réelle. » Et c'était ça. C'était le moment. J'ai enfin compris à ce niveau pratique et fondamental ce que Maya Angelou avait dit. J'ai embrassé Steve, couru à mon bureau, pris mon portable et cherché sa citation sur Google. En retournant sur le canapé avec mon portable, je l'ai lu à Steve. « Vous n'êtes libre que lorsque vous réalisez que vous n'êtes de nulle part. Vous appartenez à tous les endroits, mais à nulle part en particulier. Le prix est élevé. La récompense est fabuleuse. » Ce fut le moment où le récit de base qui me définissait, une fille jeune, esseulée, terne, désespérée devant la porte du gymnase à scruter un tableau pour confirmer qu'elle n'appartenait nulle part, a changé. J'avais eu des succès avec mon travail. J'avais un partenaire merveilleux et des enfants adorables. Mais jusqu'à ce moment, je n'étais pas libérée de cette histoire de ne pas appartenir à mon monde ou à ma famille d'origine. Steve savait que quelque chose changeait. Le prix est élevé, mais la récompense est que ton travail est exposé au monde de façon honnête, une façon qui est fidèle aux personnes qui ont partagé avec toi leur vie et leur histoire. Je lui ai demandé s'il comprenait vraiment cette étrange dichotomie d'être seul, mais d'appartenir quand même, de la véritable appartenance. Il a dit « Oui, je me sens tout le temps ainsi. C'est le paradoxe de se sentir seul, mais fort à la fois. Parfois, les parents se fâchent parce que je ne veux pas prescrire d'antibiotiques à leur enfant. La première chose qu'ils disent est « Tous les pédiatres le font, je vais aller consulter quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas facile à entendre, mais je reviens toujours à cette pensée. C'est correct si je suis le seul là-dedans. Ce n'est pas ce que je crois qu'il y a de mieux pour cet enfant. Un point, c'est tout. Mes roues se sont mises à tourner plus vite. J'ai expliqué à Steve que même si je croyais maintenant comprendre la vulnérabilité et le courage de se tenir debout, je ne pouvais toujours pas me débarrasser du sentiment de vouloir faire partie de quelque chose. Je voulais l'équipe. Il a ajouté « Tu as une équipe, mais elle est petite, et ce n'est pas tout le monde dans ton équipe qui va être d'accord ou faire la même chose. Mais à vrai dire, tu détestes ce genre d'équipe de toute façon. » Je savais qu'il avait raison, mais je voulais tout de même comprendre davantage. Je me suis finalement levée
et lui ai dit que je devais creuser la citation de Maya et fouiller mes données sur l'appartenance. Sa réponse me fait encore rire. « Oh, je sais comment ça fonctionne. Tu veux que j'aille chercher à dîner ? Je suis heureux d'apporter des vivres dans le trou de ce lapin chercheur. La dernière fois que tu es allé dans ton bureau pour chercher quelque chose qui te tracassait, ça a pris 2 ans. » J'ai mis la main sur la transcription complète de cette entrevue entre Bill Moyers et Maya Angelou, et pour la première fois, j'ai lu ses dernières remarques. Moyers. Appartenez-vous à quelque part? Angelou. Pas encore. Moyers. Appartenez-vous à qui que ce soit? Angelou. De plus en plus. Je veux dire, je m'appartiens. J'en suis très fière. Je me soucie beaucoup de la façon dont je vois Maya. J'aime beaucoup Maya. J'aime beaucoup l'humour et le courage. Et quand je me vois agir d'une façon qui ne me plaît pas, alors je dois m'en occuper. J'ai levé les yeux et j'ai pensé, Maya appartient à Maya. Je m'appartiens. C'est compris. Je ne le maîtrise pas encore complètement, mais au moins je le comprends. Cette fois, le trou du lapin chercheur a duré 4 ans. Je suis revenue à mes vieilles données, j'en ai recueilli de nouvelles et j'ai commencé à élaborer une théorie de l'appartenance véritable. J'ai découvert que j'en avais beaucoup plus à apprendre sur ce que signifie véritablement appartenir. Chapitre 2. La quête de la véritable appartenance. La véritable appartenance. Je ne sais pas exactement ce que produit la combinaison de ces 2 mots, mais je sais que, lorsque je les dis à voix haute, cela sonne vrai, comme quelque chose que nous désirons tous, et qu'il nous faut dans nos vies. Nous voulons faire partie de quelque chose, mais il faut que ce soit réel, ni conditionnel, ni faux, ni toujours à renégocier. Il nous faut une véritable appartenance. Mais qu'est-ce exactement? En 2010, dans La grâce de l'imperfection, j'ai défini l'appartenance comme suit. L'appartenance est le désir humain inné de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Parce que cette aspiration est si fondamentale, nous tentons souvent de l'acquérir en nous conformant et en recherchant l'approbation, qui non seulement sont de pauvres substituts de l'appartenance, mais y font souvent obstacle. Parce que la véritable appartenance ne survient que lorsque nous présentons notre moi authentique, imparfait au monde. Notre sentiment d'appartenance ne peut jamais excéder le niveau de notre acceptation de soi. Cette définition a résisté à l'épreuve du temps, ainsi qu'à l'apparition de nouvelles données, mais elle est incomplète. La véritable appartenance englobe beaucoup plus. Être soi-même exige parfois de trouver le courage d'être isolé, totalement seul. Même en écrivant ces lignes, je pensais encore qu'appartenir exigeait quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose que nous assurions, certes, en révélant notre moi authentique, mais qui nécessitait une expérience impliquant toujours les autres. Alors, en creusant davantage sur la véritable appartenance, il est devenu évident que ce n'est pas quelque chose qu'on atteint ou qu'on accomplit avec les autres, c'est quelque chose que nous portons dans notre cœur. Quand nous appartenons complètement à nous-mêmes et que nous croyons complètement en nous-mêmes, la véritable appartenance est à nous. S'appartenir signifie être appelé à se tenir debout, à braver la nature sauvage de l'incertitude, de la vulnérabilité et de la critique. Et comme le monde semble être une zone de combat politique et idéologique, c'est remarquablement difficile. Il semble que nous avons oublié que, même lorsque nous sommes complètement seuls, nous sommes reliés les uns aux autres par quelque chose de plus grand que l'adhésion à un groupe, la politique ou l'idéologie. Nous sommes connectés par l'amour et l'esprit humain. Peu importe à quel point nous sommes séparés par ce que nous pensons et croyons, nous faisons partie de la même histoire spirituelle. Définition de la véritable appartenance. Je suis une chercheure en théorie ancrée qualitative. Le but de la théorie ancrée est de développer des théories sur les expériences vécues des gens
plutôt que de prouver ou d'infirmer les théories existantes. Dans la théorie ancrée, les chercheurs tentent de comprendre ce que nous appelons la préoccupation majeure des participants à l'étude. Au sujet de l'appartenance, j'ai demandé « Qu'est-ce que les gens essaient de réaliser? De quoi s'inquiètent-ils » La réponse fut étonnamment complexe. Ils veulent faire partie de quelque chose, connaître une connexion réelle avec les autres, mais pas au prix de leur authenticité, de leur liberté ou de leur pouvoir. Les participants ont aussi déclaré se sentir entourés de cultures du « nous contre eux », qui crée un sentiment de déconnexion spirituelle. Quand j'ai approfondi pour savoir ce qu'ils voulaient dire par « spirituellement déconnecté », les participants à la recherche ont décrit une impression décroissante d'humanité partagée. À répétition, les participants ont dit craindre que la seule chose qui nous relie maintenant est la peur et le mépris partagé, et non l'humanité commune, la confiance, le respect et l'amour partagé. Ils ont reconnu se sentir plus craintifs d'être en désaccord ou de débattre avec des amis, des collègues et la famille en raison du manque de civilité et de tolérance. Hésitant à choisir entre la loyauté à un groupe et la loyauté envers eux-mêmes, mais privés de la profonde connexion spirituelle à l'humanité partagée, ils étaient beaucoup plus conscients de la pression de cadrer et de se conformer. La connexion à l'humanité plus vaste donne aux gens plus de liberté d'exprimer leur individualité sans craindre de menacer leur appartenance, un peu dans l'esprit qui semble aujourd'hui disparu de dire « nous sommes différents à maints égards, mais en dessous de tout ça, nous sommes profondément connectés ». En définissant la préoccupation majeure liée à l'appartenance, je suis retournée à la grâce de l'imperfection pour revoir la définition de la spiritualité qui avait alors émané de mes données. La spiritualité, c'est reconnaître et célébrer que nous sommes tous inextricablement connectés les uns aux autres par un pouvoir plus grand que nous tous, et que notre connexion à ce pouvoir, ainsi que les uns aux autres, prend racine dans l'amour et la compassion. Je relisais encore et encore les mots inextricablement connectés. Nous avons brisé ce lien, et au prochain chapitre, je vais vous démontrer comment et pourquoi nous l'avons brisé. Le reste du livre consiste à le réparer, à retrouver notre lien les uns aux autres. J'ai nommé véritable appartenance la préoccupation majeure des participants à la présente recherche. Et étant donné la définition ci-dessus et les données, il n'y avait aucun doute qu'une grande partie de la lutte des gens qui cherchent une véritable appartenance est spirituelle. Ce n'est en aucun cas une lutte religieuse à propos de dogmes et de dénominations, mais c'est plutôt un effort ouvert et méritoire de rester connecté à ce qui nous relie en tant qu'humains, tout en naviguant dans un monde de plus en plus conflictuel et cynique. Pour poursuivre dans la voie de la théorie ancrée, j'ai axé la recherche sur ces questions. Premièrement, quels sont les processus, les pratiques ou les approches qu'ont en commun les femmes et les hommes qui ont développé un sentiment de véritable appartenance? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un point dans notre vie où nous appartenons nulle part et partout, où l'appartenance est dans notre cœur et non pas la récompense de perfectionner, plaire, prouver et prétendre, ou quelque chose que les autres peuvent prendre en otage ou nous enlever? Troisièmement, si nous sommes prêts à braver notre nature sauvage, à être autonomes dans notre intégrité, avons-nous encore besoin du sentiment d'appartenance qui vient de la communauté? Quatrièmement, la culture actuelle de discorde croissante influe-t-elle sur notre quête de véritable appartenance? Le cas échéant, comment? Il s'est dégagé des réponses à ces questions 4 éléments de la véritable appartenance. Ces éléments se situent dans la réalité du monde où nous vivons aujourd'hui. Les théories qui émanent de cette méthodologie sont fondées sur la façon dont nous interagissons avec le monde dans notre vie quotidienne. Elles ne sont pas hypothétiques. Cela veut dire que vous ne pouvez pas élaborer une théorie sur la véritable appartenance sans aborder comment notre monde, de plus en plus polarisé, donne forme à nos vies et à nos expériences de connexion et de véritable appartenance.
Je n'avais pas l'intention d'écrire un livre sur l'appartenance dans un contexte de chaos politique et idéologique, mais cette décision ne m'appartient pas. Mon travail est de respecter les données. En examinant les 4 éléments, vous pouvez voir que chacun est une pratique quotidienne qui semble paradoxale. Ils nous mettent tous au défi. Premièrement, les gens sont difficiles à haïr de près. Rapprochez-vous. Deuxièmement, contrez les conneries avec la vérité. Soyez polis. Troisièmement, tenez-vous la main avec des étrangers. Quatrièmement, dos fort, devant doux, cœur sauvage. La nature sauvage. Comme une image plus claire de la véritable appartenance se dégageait des données et que je réalisais pourquoi nous devons parfois nous tenir debout seuls dans nos décisions et nos croyances, malgré notre peur de la critique et du rejet, la première image qui m'est venue est celle de la nature sauvage. Théologiens, écrivains, poètes et musiciens ont toujours utilisé la nature sauvage comme métaphore pour représenter toute chose d'un vaste environnement dangereux, où nous sommes obligés de traverser des épreuves difficiles pour atteindre un refuge de nature et de beauté, où nous cherchons un espace de contemplation. Toutes les métaphores sur la nature ont en commun les notions de solitude, de vulnérabilité et une quête émotionnelle, spirituelle ou physique. Appartenir si pleinement à vous-même que vous êtes prêt à vous tenir debout est une nature sauvage, un endroit de solitude et de recherche indompté et imprévisible. C'est un endroit aussi dangereux qu'éblouissant, aussi recherché que craint. La nature sauvage peut sembler souvent impossible parce que nous ne pouvons pas la contrôler, ni ce que les gens pensent de notre choix de s'y aventurer. Mais il se trouve que c'est l'endroit de la véritable appartenance, et c'est l'endroit le plus brave et le plus sacré où vous pouvez aller. Le courage spécial nécessaire pour faire l'expérience de la véritable appartenance ne se limite pas seulement à braver la nature sauvage, mais à devenir la nature sauvage. Il s'agit d'abattre les murs, d'abandonner nos bunkers idéologiques et de vivre avec notre cœur fou plutôt qu'avec nos blessures fatiguées. Nous ne pouvons pas nous attendre à arpenter des sentiers battus dans ces terres hostiles. Même si je peux partager ce que j'ai appris des participants à la recherche qui pratiquent la véritable appartenance dans leur vie, nous devons tous trouver notre propre chemin au cœur de la nature. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimerez pas certaines parties du terrain. Il nous faudra intentionnellement être avec des gens différents de nous. Il faudra nous inscrire, nous joindre à eux et prendre place à la table. Nous devrons apprendre comment écouter, avoir des conversations ardues, provoquer la joie, partager la douleur, et être plus curieux que sur la défensive, tout en cherchant des moments d'unité. La véritable appartenance n'est pas passive. Ce n'est pas l'appartenance qui provient simplement du fait de se joindre à un groupe. Ce n'est pas cadrer ou prétendre, ou laisser tomber parce que c'est plus sûr. C'est une pratique qui demande d'être vulnérable, d'être mal à l'aise et d'apprendre à être présent aux gens sans sacrifier ce que nous sommes. Nous voulons la véritable appartenance, mais il faut un courage prodigieux pour faire face sciemment à des moments difficiles. Aptitude à la bravoure. On ne s'aventure pas dans la nature sauvage sans être préparé. Se tenir seul dans un environnement extrêmement précaire ou se tenir ensemble au milieu des différences requiert un outil par-dessus tout, la confiance. Pour braver la nature sauvage et devenir notre nature sauvage, nous devons apprendre à faire confiance à nous-mêmes et aux autres. La définition de la confiance qui correspond le mieux à mes données provient de Charles Feltman, qui l'a décrit comme étant « choisir de risquer de rendre une chose qui vous est chère, vulnérable aux actions d'une autre personne ». Et il décrit la méfiance comme étant une décision que ce qui est important pour moi n'est pas en sécurité avec cette personne dans cette situation, ou toute situation. Parce qu'il est difficile d'assimiler avec la tête et le cœur un concept aussi vaste que la confiance, et parce que les conversations générales sur le thème de « je ne te fais pas confiance » sont rarement productives,
j'ai creusé le concept pour mieux comprendre de quoi nous parlons vraiment quand nous disons confiance. 7 éléments de confiance se sont dégagés des données qui sont à la fois utiles pour la confiance en les autres et la confiance en nous-mêmes. J'ai utilisé l'acronyme BRAVING pour les éléments. J'adore utiliser l'acronyme BRAVING comme liste de vérification de la nature sauvage parce qu'elle me rappelle que faire confiance à moi-même ou aux autres est un processus vulnérable et courageux. Même si j'ai partagé ce résultat en premier dans Rising Strong, je n'étais pas étonnée de voir la confiance apparaître de nouveau dans les entrevues sur l'appartenance. Faire confiance aux autres. Boundaries. Limites. Vous respectez mes limites et quand vous n'êtes pas certain de ce qui convient et de ce qui ne convient pas, vous demandez. Vous pouvez dire non. Reliability. Fiabilité. Vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, ce qui veut dire rester conscient de vos compétences et de vos limites, de sorte que vous ne promettez pas à outrance et que vous êtes capable d'exécuter vos engagements et de concilier vos priorités concurrentielles. Accountability. Responsabilité. Vous admettez vos erreurs, vous vous excusez et vous faites amende honorable. Vault, coffre-fort. Vous ne partagez pas l'information ou les expériences qui ne sont pas à diffuser. J'ai besoin de savoir que vous gardez mes confidences et que vous ne partagez pas avec moi de l'information sur d'autres personnes qui devraient être confidentielles. Integrity. Intégrité. Vous choisissez le courage plutôt que le confort. Vous choisissez ce qui est juste au-dessus de ce qui est amusant, rapide ou facile, et vous choisissez d'exercer vos valeurs plutôt que de simplement les professer. Non-judgment. Impartialité. Je peux demander ce dont j'ai besoin, et vous pouvez faire de même. Nous pouvons parler de ce que nous ressentons sans jugement. Generosity. Générosité. Vous accordez l'interprétation la plus généreuse aux intentions, aux paroles et aux actions des autres. Faire confiance à soi-même. Je ne peux imaginer quelque chose de plus important dans la nature sauvage que la confiance en soi. La peur nous égarera et l'arrogance est encore plus dangereuse. Si vous revoyez cette liste de vérifications et que vous changez les pronoms, vous verrez que Braving est aussi un outil puissant pour évaluer le niveau de votre confiance en soi. B. Ai-je respecté mes propres limites? Ai-je été clair à propos de ce qui convient et ne convient pas? R. Étais-je fiable? Ai-je fait ce que j'ai dit que j'allais faire? A. Me suis-je tenu responsable? V. Ai-je respecté la confidentialité et partagé de façon appropriée? I. Ai-je agi avec intégrité? N. Ai-je demandé ce dont j'avais besoin? Ai-je été sans jugement au sujet de mon besoin d'aide? G. Ai-je été généreux à mon endroit? La quête et le paradoxe. Comme je le dis souvent, je suis une cartographe d'expérience, mais je peux être une voyageuse aussi perdue et trébuchante que n'importe qui. Nous devons tous trouver notre propre voie, ce qui veut dire que, même si nous partageons la même carte de recherche, votre chemin sera différent du mien. Joseph Campbell a écrit « Si vous pouvez voir votre chemin expliqué devant vous pas à pas, vous savez que ce n'est pas votre chemin. Vous faites votre propre chemin à chaque pas que vous faites. C'est pourquoi c'est votre chemin. » La quête de la véritable appartenance commence par cette définition que j'ai tirée de mes données. Elle servira de repère en parcourant le travail ensemble. La véritable appartenance est la pratique spirituelle de croire et d'appartenir à vous-même si profondément que vous pouvez partager votre moi le plus authentique avec le monde et trouver le sacré à la fois dans le fait de faire partie de quelque chose et de vous tenir debout seul dans la nature sauvage.
La véritable appartenance n'exige pas de changer qui vous êtes, mais d'être qui vous êtes. La seule chose dont nous sommes certains est que, dans cette quête, nous devrons apprendre comment négocier avec la tension des nombreux paradoxes le long du chemin, y compris l'importance d'être avec et d'être seul. À mains égards, l'étymologie du mot « paradoxe » va droit au cœur de ce que signifie sortir de nos bunkers idéologiques, se tenir debout et braver sa nature sauvage. D'origine grecque, paradoxe est la jonction de deux mots, para, contraire à, et dokain, opinion. Le latin paradoxum signifie absurde en apparence, mais réellement vrai. La véritable appartenance n'est pas une chose à négocier extérieurement, c'est ce que l'on porte dans notre cœur. C'est trouver le sacré dans le fait de faire partie de quelque chose et de braver seul sa nature sauvage. Lorsque nous atteignons cet endroit, même momentanément, nous appartenons partout et nulle part. Cela semble absurde, mais c'est vrai. Carl Jung alléguait qu'un paradoxe est l'une de nos possessions spirituelles les plus précieuses et un grand témoin de la vérité. Il me semble sensé que nous soyons appelés à combattre cette crise spirituelle de déconnexion avec l'une de nos possessions spirituelles les plus précieuses. Attester de la vérité est rarement facile, surtout quand nous sommes seuls dans la nature sauvage. Mais comme nous le dit Maya Angelou, le prix est élevé, la récompense est fabuleuse. Chapitre 3. Grande solitude, une crise spirituelle. Si l'on en croit l'histoire, enfant, Bill Monroe se cachait dans le bois près d'une voie ferrée, dans le creux de l'État du Kentucky, vieux, long et droit. Bill regardait les anciens combattants de la Première Guerre mondiale revenir chez eux après la guerre, en marchant près des rails. Les soldats fatigués laissaient parfois échapper une longue plainte, des plaintes sonores, perçantes et glaçant les os de douleur et de liberté, qui fouettaient l'air comme le hurlement d'une sirène. Quand John Hartford, musicien et compositeur réputé, raconte cette histoire, il pousse lui-même une plainte. La minute où vous l'entendez, vous la connaissez. Oh, cette plainte-là! Ce n'est pas un youpi enjoué ou un hurlement douloureux, mais quelque chose entre les deux. C'est une plainte étoffée de misère et de rédemption. Une plainte qui appartient à un autre endroit et un autre temps. Bill Monroe s'est finalement fait connaître à titre de père de la musique bluegrass. Durant sa carrière légendaire, il disait souvent aux gens qu'il pratiquait cette plainte et qu'il avait toujours cru que son style de chant venait de là. Aujourd'hui, ce son porte le nom de High Lonesome. High Lonesome est un son ou un type de musique de la tradition bluegrass. Ses racines remontent à Bill Monroe, Roscoe Holcomb et à la région bluegrass du Kentucky. C'est un genre de musique que je trouve saisissante et dure et remplie de douleur. Quand j'entends Roscoe Holcomb chanter « I'm a man of constant sorrow », je suis un homme d'un chagrin infini, a cappella, comme une flèche qui fend l'air, j'ai les poils de la nuque qui se hérissent. Et j'ai la chair de poule quand Bill Monroe chante « I'm blue, I'm lonesome ». J'ai le blues, je suis solitaire. Quand vous entendez cette plainte mêlée aux mandolines et au banjo, vous ressentez la douleur des plaintes de ces soldats et vous pouvez même distinguer faiblement le son d'un train à distance sur les rails. L'art a le pouvoir de rendre beau le chagrin, de faire de la solitude une expérience partagée et de transformer le désespoir en espoir. Seul l'art peut prendre la plainte d'un soldat qui revient et en faire une expression partagée et une profonde expérience collective. La musique, comme tous les arts, donne à notre douleur et à nos émotions les plus déchirantes une voix, un langage et une forme, de sorte qu'elles puissent être reconnues et partagées. La magie du son High Lonesome est la magie de tous les arts.
la capacité de saisir notre souffrance et de nous en délivrer à la fois. Quand nous entendons quelqu'un chanter les contours anarchiques d'une peine d'amour ou la nature indicible du chagrin, nous savons immédiatement que nous ne sommes pas les seuls à avoir mal. Le pouvoir de transformation de l'art est dans ce partage. Sans connexion ou engagement collectif, ce que nous entendons n'est qu'une chanson figée de chagrin et de désespoir. Nous n'y trouvons pas de libération. C'est le partage de l'art qui nous chuchote. Tu n'es pas seul. Le monde me semble présentement très solitaire et affligé. Nous nous sommes répartis en factions selon nos politiques et nos idéologies. Nous nous sommes retournés les uns contre les autres vers le blâme et la rage. Nous sommes seuls et sans attache, et apeurés, tellement apeurés. Mais plutôt que de nous rassembler et de partager nos expériences par la chanson et les histoires, nous crions les uns après les autres de loin en loin. Plutôt que de danser et de prier ensemble, nous nous éloignons les uns des autres en courant. Plutôt que de lancer des idées farfelues et innovatrices qui pourraient tout changer, nous nous tenons tranquilles et à l'étroit dans nos bunkers et faisons du bruit dans nos caisses de résonance. Quand je regarde les plus de 200 000 données que mon équipe et moi avons recueillies au cours des 15 dernières années, je peux simplement conclure que notre monde est dans une crise spirituelle collective. Cela s'avère particulièrement si vous pensez à l'essence de la définition de la spiritualité de la grâce de l'imperfection. La spiritualité, c'est reconnaître et célébrer que nous sommes tous inextricablement connectés les uns aux autres par un pouvoir plus grand que nous tous, et que notre connexion à ce pouvoir, ainsi que les uns aux autres, prend racine dans l'amour et la compassion. À l'heure actuelle, nous ne reconnaissons ni ne célébrons notre connexion inextricable. Nous sommes divisés des autres dans presque chaque domaine de notre vie. Nous ne nous présentons pas les uns aux autres d'une manière qui reconnaît notre connexion. Le cynisme et la méfiance ont la mainmise sur nos cœurs. Et plutôt que de continuer à nous diriger vers une vision de pouvoir partagée parmi le peuple, nous sommes témoins d'un recul vers une vision du pouvoir qui est la clé du pouvoir d'un autocrate sur le peuple. Affronter cette crise exigera un courage énorme. Pour le moment, la plupart d'entre nous choisissent soit de se protéger du conflit, du malaise et de la vulnérabilité en demeurant quoi, soit de prendre parti et, ce faisant, d'adopter lentement et de façon paradoxale le comportement des gens que nous combattons. De toute façon, les choix que nous faisons pour protéger nos convictions et nous-mêmes nous laissent déconnectés, apeurés et seuls. Très peu de gens travaillent aux connexions en dehors des lignes tracées par leur côté. Trouver l'amour et la véritable appartenance dans notre humanité partagée exigera d'être exceptionnellement résolu. Mon espoir est que cette recherche fera la lumière sur la raison pour laquelle notre quête de la véritable appartenance demande que nous bravions une sérieuse nature sauvage. Examinons quelques raisons derrière la crise, à commencer par la naissance des factions. Nous répartir. Quand les gens recherchent les milieux sociaux qu'ils préfèrent, quand ils choisissent le groupe où ils se sentent le plus à l'aise, la nation devient plus politiquement divisée et l'avantage qui devrait venir d'une variété d'opinions est perdu au profit de la rectitude, qui est le droit spécial des groupes homogènes. Nous vivons tous avec les résultats. Des communautés balkanisées dont les habitants trouvent les autres Américains culturellement incompréhensibles, une intolérance croissante envers les différences politiques qui rend impossible un consensus national, et des politiques tellement polarisées que le Congrès est entravé et que les élections ne sont plus des concours de politique, mais des choix amers entre des modes de vie. Bill Bishop. Cette citation est tirée du livre The Big Sort de Bill Bishop, qu'il a écrit en 2009, mais étant donné l'état de notre pays après l'élection de 2016 et ce qui se passe sur la planète, il devra sans doute intituler la suite The Biggest Sort Ever. Le livre de Bishop raconte l'histoire de la façon dont nous nous sommes géographiquement, politiquement et même spirituellement répartis en groupes animés des mêmes idées dans lesquelles nous réprimons la dissidence,
développons une pensée plus extrémiste et consommons seulement les faits qui appuient nos convictions, ce qui facilite encore plus d'ignorer les preuves que nos positions sont faussées. Il écrit « Par conséquent, nous vivons aujourd'hui dans une boucle de rétroaction géante, écoutant nos propres pensées sur ce qui est bien et mal, répercutées par les émissions de télévision que nous regardons, les journaux et les livres que nous lisons, les blogs que nous consultons en ligne, les sermons que nous écoutons et les quartiers que nous habitons. Cette répartition nous mène à faire des suppositions sur les gens qui nous entourent, ce qui alimente ensuite la déconnexion. Tout récemment, un ami, qui ne me connaît manifestement pas très bien, m'a enjointe de lire le livre de Joe Bagant, « Deer Hunting with Jesus ». Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu d'une voix teintée de mépris « Pour que tu comprennes mieux la partie de l'Amérique que les professeurs d'université n'ont jamais vue et ne comprendront jamais. » Je me suis dit « Tu ne sais fichtrement rien de moi, de ma famille, ni d'où je viens. » Aussi vite que nous nous répartissons, les gens autour de nous sont pressés de nous répartir aussi, en vue de savoir quoi dire et faire, et de pouvoir décider s'ils devraient nous faire confiance ou pas. Mon ami espérait qu'un livre m'aiderait à comprendre son Amérique, mais il se trouve que c'est une Amérique que je connais bien. Elle est pleine de gens que j'aime. Et pourtant, pour ceux qui partagent les préconceptions de mon ami, c'est une Amérique que je ne suis pas censé connaître, et encore moins glorifier. Ce genre d'idée fausse est probablement le fait de la majorité des auditeurs de ces lignes, mais les choses ne sont pas si simples. Je suis une professeure dont le grand-père était un syndiqué, un opérateur de chariot élévateur dans une brasserie. Steve est un pédiatre dont la grand-mère, immigrante mexicaine, cousait des robes dans une usine de San Antonio. La répartition ou le classement que nous nous infligeons à nous-mêmes et aux autres est au mieux involontaire et tient du réflexe. Au pire, c'est un stéréotypage qui déshumanise. Le paradoxe est que nous aimons tous le système de classement tout fait, tellement pratique quand nous voulons cataloguer rapidement les gens, mais nous le détestons quand nous en sommes l'objet. Dans les mois suivant l'élection de 2016 et l'inauguration de janvier, des milliers de courriels m'ont été adressés par des membres de la communauté, me demandant des conseils sur la façon de composer avec la division qui sévissait non seulement dans le pays, mais aussi dans les salons des gens. Contrairement aux données démographiques triées de notre pays, ma communauté demeure assez diversifiée, donc les courriels que j'ai reçus provenaient des deux côtés. Ils venaient de gens qui expliquaient comment ils ne parlaient plus à leur père ou à leur mère depuis des semaines, ou qui décrivaient comment une dispute sur les politiques sociales avait entraîné directement une discussion sur le divorce. Je me souviens du moment où le discours était à son plus fort. C'était autour de Thanksgiving, et la bonne blague était d'acheter des ustensiles de plastique pour les dîners en famille afin d'éviter les pertes humaines durant le festin de la fête. Je ne pouvais que penser au roman dystopique de Veronica Roth, Divergent, dans lequel les gens choisissent des factions selon leur personnalité. L'axiome était la faction avant les liens du sang. Plus que la famille, la faction est là où nous appartenons. Cela fait peur. Mais ce qui est encore plus terrifiant est que cela commence à frôler notre réalité plus que la fiction cauchemardesque qu'elle devait être. Nous éloigner des gens que nous connaissons et aimons parce que nous soutenons des étrangers que nous ne connaissons pas vraiment, que nous croyons à peine et que nous n'aimons absolument pas, qui assurément ne seront pas là pour nous conduire en chimio ou apporter de la nourriture quand les enfants sont malades, c'est le côté obscur du classement. La famille est le groupe avec qui la plupart d'entre nous choisit de négocier plutôt que de le classer hors de nos vies. Même si les politiques polarisantes des événements récents ont démasqué certaines différences de valeurs fondamentales entre nous et les gens que nous aimons, rompre cette connexion semble être le dernier recours, une conséquence qui s'applique après que des conversations vulnérables, âpres et l'établissement de limites ont échoué complètement. Pendant 20 ans, j'ai eu le privilège d'enseigner à l'Université de Houston. C'est l'université de recherche la plus diversifiée des États-Unis sur le plan racial et ethnique. Il y a quelques semestres, j'ai demandé à une classe de 60 étudiants de 3e cycle,
un groupe reflétant l'étonnante diversité de notre université en ce qui concerne la race, l'orientation et l'identité sexuelle et le bagage culturel, si leurs croyances étaient conformes aux convictions politiques, sociales et culturelles de leur grand-mère ou de leur grand-père. Quelques 15% des étudiants ont dit oui, ou presque, et 85% des étudiants ont décrit des sentiments allant d'un léger embarras à la mortification à propos des politiques des membres de leur famille. Un étudiant afro-américain a expliqué comment il s'entendait parfaitement avec ses grands-parents sur presque tous les sujets, sauf celui qui lui tenait le plus à cœur. Il ne pouvait pas se dévoiler à son grand-père, malgré le fait que toute sa famille savait qu'il était gay. Son grand-père était un pasteur à la retraite et était fermé à l'homosexualité. Une étudiante blanche a parlé de la manie de son père de s'adresser aux serveurs dans les restaurants mexicains par un « Hola Pancho ». Elle avait un petit ami latino et elle disait que c'était humiliant. Mais quand j'ai demandé s'ils détestaient leurs grands-parents ou s'ils étaient prêts à rompre leurs relations avec les membres de leur famille en raison des divisions politiques et sociales, la réponse était non sur toute la ligne. C'est évidemment plus compliqué que cela. Donc, voici la grande question. Ne croyez-vous pas que toute la répartition selon les politiques et convictions que nous avons faites devrait entraîner plus d'interaction sociale? Si nous nous sommes installés idéologiquement et géographiquement avec des gens que nous percevons être comme nous, cela ne signifie-t-il pas que nous nous sommes entourés d'amis et de gens avec qui nous nous sentons profondément liés? L'énoncé « vous êtes avec nous » ou contre nous ne devrait-il pas entraîner des liens plus étroits chez les gens du même esprit? La réponse à ces questions est un retentissant et étonnant non. Au même moment où la répartition est en hausse, la solitude l'est aussi. Selon Bishop, en 1976, moins de 25% des Américains habitaient des endroits où l'élection présidentielle était une victoire écrasante. Autrement dit, les gens dont nous étions voisins, avec qui nous allions à l'école et à l'église, avaient des croyances différentes des nôtres. Nous étions idéologiquement diversifiés. Par contraste, en 2016, 80% des comtés américains ont donné à Donald Trump ou à Hillary Clinton une victoire écrasante. Pour la plupart d'entre nous, nous ne vivons même plus près des gens qui sont différents de nous en matière de croyances politiques et sociales. Comparons maintenant ces chiffres à ce qui se passe dans le domaine de la solitude. En 1980, environ 20% des Américains déclaraient se sentir seuls. Aujourd'hui, ce pourcentage a plus que doublé. Et ce n'est pas seulement un enjeu local. Les taux de solitude s'accroissent rapidement dans les pays du monde entier. De toute évidence, choisir des amis et des voisins qui pensent comme nous et nous séparer autant que possible des gens que nous croyons différents de nous n'a pas produit le sentiment profond d'appartenance que nous sommes bâtis pour désirer ardemment. Pour mieux comprendre cela, il faut mieux comprendre ce que signifie être seul et comment l'épidémie de solitude influe sur la façon dont nous nous présentons les uns aux autres. Regard de l'extérieur. Le chercheur en neurosciences John Cacioppo de l'Université de Chicago étudie la solitude depuis plus de 20 ans, qu'il définit comme étant un isolement social perçu. Nous vivons la solitude quand nous nous sentons déconnectés. Peut-être avons-nous été poussés à l'extérieur d'un groupe que nous estimons, ou peut-être qu'un sentiment de véritable appartenance nous fait défaut. Au cœur de la solitude se trouve l'absence d'interaction sociale significative, une relation intime, des amitiés, des réunions familiales, ou même des liens avec la communauté ou un groupe de travail. Il est important de noter que la solitude et être seul sont deux choses très différentes. Être seul ou habiter la solitude peut être très efficace et guérisseur. Étant introverti, j'apprécie pleinement le temps que je passe seul et je me sens souvent la plus seule quand je suis avec des gens. Chez nous, nous appelons ce sentiment d'être déconnecté le sentiment d'être esseulé. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai appelé Steve sur la route pour lui répéter « j'ai le sentiment d'être esseulé ».
Le remède est normalement une brève conversation avec lui et les enfants. Cela peut sembler paradoxal, mais Steve me conseille habituellement « Tu as peut-être besoin d'un peu de temps seul dans ta chambre d'hôtel ». Pour moi, c'est un remède efficace. Il n'est pas inusité pour Hélène ou Charlie de dire « Je n'aime pas ce restaurant, il me donne le sentiment d'être esseulé » ou « Mon ami peut-il coucher ici? Sa maison me donne le sentiment d'être esseulé ». Quand nous quatre avons essayé de creuser ce que veut dire le sentiment d'être esseulé pour notre famille, nous avons tous convenu que nous éprouvions ce sentiment dans des endroits qui ne semblent pas vibrer d'une connexion. Pour cette raison, je crois que les endroits eux-mêmes, pas seulement les gens, peuvent aussi renfermer ces sentiments de déconnexion. Un endroit peut parfois nous faire sentir seuls à cause de l'impression du manque de proximité des relations qui y ont lieu. En d'autres termes, je crois que l'incapacité de vous visualiser en lien avec les gens que vous estimez dans un endroit particulier fait que celui-ci en soi vous fait sentir seul. Bien qu'il y ait une correspondance marquée entre ce que j'ai trouvé dans ma recherche et ce que Cacioppo a observé, ce n'est qu'après avoir examiné son travail que j'ai compris tout à fait le rôle important que joue la solitude dans nos vies. Il explique qu'à titre de membre d'une espèce sociale, nous ne tirons pas notre force de notre individualisme rustre, mais plutôt de notre capacité collective de planifier, de communiquer et de collaborer. Notre constitution neuronale, hormonale et génétique soutient l'interdépendance plus que l'indépendance. Il explique « Atteindre l'âge adulte en tant qu'espèce sociale, incluant les humains, n'est pas devenir autonome et solitaire, c'est devenir celui dont les autres peuvent dépendre. Que nous le sachions ou non, notre cerveau et notre biologie ont été formés pour favoriser ce résultat. Évidemment, nous sommes une espèce sociale. C'est pourquoi la connexion est importante. C'est pourquoi la honte est si douloureuse et affaiblissante. C'est pourquoi aussi nous sommes bâtis pour appartenir. Cacioppo explique comment la machinerie biologique de notre cerveau nous avertit quand notre capacité de nous épanouir et de prospérer est menacée. La faim est une mise en garde que notre glycémie est faible et qu'il faut manger. La soif nous avertit de boire pour éviter la déshydratation. La douleur sonne l'alarme de lésions potentielles des tissus. Et la solitude nous dit que nous avons besoin de connexion sociale, qui est aussi essentielle à notre bien-être que la nourriture et l'eau. Il explique « Nier que vous vous sentez seul n'a pas plus de sens que de nier que vous avez faim. » Et pourtant, nous nions notre solitude. Comme je suis quelqu'un qui étudie la honte, je me retrouve souvent en terrain connu. Nous sommes honteux d'être solitaires. Comme si nous sentir seuls voulait dire que quelque chose ne va pas chez nous. Nous sommes honteux quand notre solitude est causée par le deuil, la perte ou une peine d'amour. Cacioppo croit que bien des stigmates entourant la solitude proviennent de la définition que nous lui avons donnée et de la façon dont nous en parlons depuis des années. Nous définissions la solitude comme une maladie qui ronge, chronique, sans conséquences positives. On l'équivalait à la timidité, à la dépression, à être un solitaire ou un antisocial, ou à un manque d'aptitude sociale. Il en donne un très bon exemple en remarquant à quel point nous utilisons souvent le terme « un solitaire » pour décrire un criminel ou un vaurien. Cacioppo explique que la solitude n'est pas seulement une condition triste, mais qu'elle est dangereuse. Le cerveau de l'espèce sociale a évolué pour répondre au sentiment d'être poussé vers le périmètre social, à l'extérieur, en entrant dans un monde d'auto-préservation. Quand nous nous sentons isolés, déconnectés et solitaires, nous essayons de nous protéger. Dans ce mode, nous voulons connecter, mais notre cerveau tente de supplanter la connexion par l'autoprotection, ce qui signifie moins d'empathie, plus de défensive, plus d'engourdissement et moins de sommeil. Dans Rising Strong, j'ai écrit sur la manière dont le mode d'autoprotection du cerveau intensifie les histoires que nous nous racontons sur ce qui se passe,
des histoires que nous créons qui sont souvent fausses ou qui exagèrent nos pires peurs et insécurités. La solitude incontrôlée alimente la solitude continue en nous gardant dans la peur de nous rapprocher. Pour combattre la solitude, nous devons d'abord apprendre à l'identifier et à avoir le courage de voir cette expérience comme un avertissement. Notre réponse à cet avertissement serait de trouver une connexion, ce qui ne veut pas nécessairement dire de joindre un tas de groupes ou de reprendre contact avec des dizaines d'amis. De nombreuses études confirment que ce n'est pas la quantité d'amis, mais la qualité de quelques relations qui compte, en fait. Si vous êtes un tant soit peu comme moi et que vous remettez en question l'idée que la famine et la solitude sont menaçantes à part égale, permettez que je partage l'étude qui a fait le point sur tout cela pour moi. Dans une méta-analyse d'études sur la solitude, les chercheurs Julian Old Lundstadt, Timothy B. Smith et G. Bradley Layton ont constaté ce qui suit. Vivre dans la pollution de l'air accroît de 5% vos probabilités d'une mort précoce. Vivre avec l'obésité, 20%. L'abus d'alcool, 30%. Et vivre dans la solitude, vos probabilités d'une mort précoce grimpent à 45%. La peur nous a menés ici. Alors, comment nous sommes-nous ainsi répartis et retrouvés seuls ? Nous ne pouvons supposer que nous répartir est la raison pour laquelle nous sommes devenus seuls. La recherche ne fonctionne pas ainsi. Nous ne pouvons pas tirer cette conclusion. Nous pouvons toutefois reconnaître que nous sommes en difficulté dans un certain nombre de dimensions qui peuvent être reliées, et nous devons toutes les comprendre si nous voulons changer cela. Toute réponse à la question « Comment en sommes-nous arrivés ici ?» est assurément complexe. Mais si je devais identifier une variable essentielle qui propulse et amplifie notre compulsion à nous répartir en factions, tout en nous coupant en même temps d'une connexion réelle avec les autres, je répondrais la peur. Peur de la vulnérabilité, peur d'être blessé, peur de la douleur et de la déconnexion, peur de la critique et de l'échec, peur du conflit, peur de ne pas être à la hauteur, peur. J'ai commencé ma recherche 6 mois avant le 11 septembre 2001 et, comme je l'ai écrit ailleurs, j'ai observé la peur nous changer. J'ai regardé la peur bafouer nos familles, nos organisations et nos communautés. Notre conversation nationale est centrée sur « Que devrions-nous craindre ?» et « Qui devrions-nous blâmer ?» Je ne suis pas une experte en matière de terrorisme, mais j'ai étudié la peur pendant plus de 15 ans et voici ce que je peux vous en dire. Le terrorisme est une peur à libération prolongée. Le but ultime du terrorisme tant mondial qu'intérieur est de mener des attaques qui enchâssent la peur si profondément dans le cœur d'une communauté que la peur devient un mode de vie. Cette façon de vivre inconsciente nourrit alors tellement de colère et de blâme que les gens commencent à se retourner les uns contre les autres. Le terrorisme est le plus efficace quand nous laissons la peur s'ancrer dans notre culture. Alors, c'est une question de temps avant que nous devenions fracturés, isolés et menés par nos perceptions de pénurie. Même si les tendances à la répartition et à la solitude datent d'avant le 11 septembre, les données indiquent qu'elles ont augmenté significativement dans les 15 dernières années. Parce que nous sommes ainsi programmés, le traumatisme initial et la dévastation de la violence unit les êtres humains pour une période relativement courte. Si, durant la période d'unité initiale, nous pouvons parler ouvertement de notre chagrin et de notre peur, si nous nous tournons les uns vers les autres dans la vulnérabilité et l'amour, en recherchant en même temps justice et redevabilité, cela peut être le début d'un très long processus de guérison. Cependant, si ce qui nous unit est une combinaison de haine partagée et de peur étouffée qui s'exprime finalement en blâme, nous sommes en difficulté. Si les dirigeants se précipitent pour trouver un ennemi idéologique contre qui nous pouvons nous rallier plutôt que d'identifier méthodiquement le véritable auteur du crime, ce que nous vivons est une diversion émotionnelle qui nous éloigne de la débandade qui se produit réellement dans nos foyers et nos communautés. Les drapeaux sont déployés à chaque perron et les idées des médias sociaux font tendance, tandis que la peur s'enfonce et se métastase.
Ce qui semble un mouvement rassembleur est en réalité une couverture pour la peur, qui peut alors commencer à s'étendre au paysage et à s'infiltrer dans les lignes de faille de notre pays. Quand la peur s'endurcit, elle s'étend et devient moins une barrière protectrice qu'une division qui se solidifie. Elle s'introduit dans les écarts et déchire notre fondement social, déjà affaibli par ses fissures. Et ce n'est pas seulement le terrorisme mondial et intérieur qui enchâsse la peur dans nos cultures. La violence armée envahissante, aléatoire, et les attaques systémiques contre des groupes de gens, et le vitriol croissant sur les médias sociaux. Toutes ces choses font couler la peur, comme de la lave, dans nos communautés, remplissant les trous et finissant par ravager les endroits déjà fragiles et brisés. Dans le cas des États-Unis, nos 3 grandes lignes de faille, des fissures qui se sont élargies et creusées à cause d'une négligence délibérée et d'un manque de courage collectif, sont la race, le sexe et la classe. La peur et l'incertitude qui découlent des traumatismes collectifs de tout genre ont exposé ces plaies vives d'une façon à la fois polarisante et nécessaire. Certaines conversations doivent avoir lieu, c'est un malaise qui doit être ressenti. Et pourtant, aussi vrai qu'il est temps de confronter ces questions et d'autres, nous devons reconnaître que notre manque de tolérance pour les conversations vulnérables, difficiles, est le moteur de notre autoclassement et de notre déconnexion. Pouvons-nous retrouver le chemin vers nous-mêmes et les autres et continuer quand même à lutter pour nos convictions? Oui et non. Non, tous ne seront pas capables de faire les deux, simplement parce que certains vont continuer de croire que lutter pour ce qu'il leur faut signifie nier l'humanité d'autrui. Cela rend impossible de connecter hors de nos bunkers. Je crois toutefois que la plupart d'entre nous peuvent établir une connexion au-delà de la différence et se battre pour leurs convictions s'ils sont prêts à écouter et à se laisser aller à la vulnérabilité. Heureusement, il ne faudra qu'une masse critique de gens qui croient qu'on peut trouver l'amour et la connexion au-delà de la différence pour changer quelque chose. Mais si nous ne sommes pas même disposés à essayer, la valeur de ce pourquoi nous luttons sera profondément diminuée. Les données issues de la recherche sur la véritable appartenance peuvent commencer à relier les points en ce qui concerne pourquoi nous sommes répartis, mais seuls, et peut-être apporter de nouveaux points de vue sur la façon de récupérer l'authenticité et la connexion. La véritable appartenance n'a pas de bunker. Nous devons quitter les barricades de l'autopréservation et braver la nature sauvage. À l'abri des bunkers, nous n'avons pas à nous soucier d'être vulnérables, ou braves, ou confiants. Nous n'avons qu'à respecter la ligne de parti, sauf que ça ne fonctionne pas. Les bunkers idéologiques nous protègent de tout, excepté de la solitude et de la déconnexion. Autrement dit, nous ne sommes pas protégés des pires peines qui soient. Dans la suite de ce livre, nous allons examiner comment nous pouvons récupérer la connexion humaine et la véritable appartenance au sein de la répartition et du retrait. Nous devons retrouver notre chemin les uns vers les autres, où la peur gagne du terrain. Si vous avez lu mon travail auparavant, vous savez que ce ne sera pas facile. Comme toutes les entreprises importantes, il faudra de la vulnérabilité et la volonté de choisir le courage au lieu du confort. Nous devrons traverser ou, mieux encore, apprendre comment devenir la nature sauvage. La grande solitude peut être un endroit magnifique et puissant si nous pouvons reconnaître notre douleur et la partager plutôt que d'en infliger aux autres. Si nous pouvons trouver une façon de ressentir la douleur plutôt que de la transmettre, nous pouvons changer. Je crois à un monde où nous pourrons créer et partager de l'art et des paroles qui nous aideront à retrouver notre chemin les uns vers les autres. Alors, au lieu de hurler de loin et de refuser de nous aider les uns les autres, nous trouverons le courage de nous présenter les uns aux autres. Comme chante Towne Van Sant dans une de mes chansons High Lonesome préférées, If I Needed You, je viendrai vers toi, je traverserai les mers pour soulager ta peine. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre.
Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.